Vincent Enouf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir parce que j'ai envie de tout savoir sur le coronavirus, le Covid-19 et les virus. Vous êtes directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Je ne vais pas vous demander une analyse politique sur la décision de Donald Trump, mais fermer les frontières aux citoyens européens, est-ce utile pour empêcher la propagation du coronavirus aux États-Unis ? Le virus, de toute façon, va se diffuser d'une manière ou d'une autre dans la population, comme on le voit en Italie aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on essaye de circonscrire. Il faut savoir que le virus est localisé dans certaines régions, dans plus en plus de régions. On voit qu'il y a des écoles qui ferment, etc. Donc, on essaye toujours, parce qu'il est encore possible de le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous détectez un cas dans une région où il n'y en avait pas avant, eh bien, on essaye de faire une enquête très rapidement de telle manière à circonscrire la diffusion. Mais cette diffusion avec ce virus respiratoire qui est très contagieux, en fin de compte, eh bien, elle est inéluctable quelque part, et donc il faut se préparer le mieux possible pour éviter encore une meilleure diffusion. Il faut casser la barrière, il faut casser cette diffusion du virus. Voilà, l'objectif c'est de casser la diffusion du virus. Bien, ce virus va durer combien de temps ? Il va rester avec nous combien de temps ? Cette réponse on peut faire plusieurs n'existe pas. La réponse n'existe pas, on ne sait pas. Comme tous les virus respiratoires, on ne sait pas combien de temps ils vont rester avec nous. Sauf que l'on sait qu'il va y avoir sans doute un pic épidémique à un moment donné, et ensuite une chute. Il y a toujours des vagues dans ce sens-là. Ce qui se passe en Chine ? Ce qui se passe par exemple en Chine, ils ont tout fermé. Et donc là, on voit qu'il y a une récession du virus, c'est-à-dire que le virus se diffuse beaucoup moins bien. Pourquoi ? La population a aussi une immunité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont été atteintes de ce virus, s'en sont sorties. On dit plus de 80% des personnes infectées s'en sortent très très bien. Et sans doute que ces personnes ont une immunité maintenant, et donc le virus ne peut plus forcément les infecter sous sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'on crée une immunité collective en quelque sorte. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est ce qu'on observe pour l'ensemble des virus respiratoires. Oui. Donc, soit ce virus, en effet, à l'été prochain, enfin l'été qui vient, disparaîtra, ou soit ce sera un nouveau virus respiratoire qu'on aura tous les ans. Donc il y a plein de scénarios qu'on peut faire aujourd'hui. Qu'on aura tous les ans, comme le virus de la grippe, par exemple. Comme le virus de la grippe et bien d'autres. Il existe d'autres virus. Il faudra s'y habituer peut-être. S'y habituer, oui, tout à fait. Et pour lutter contre le vaccin, évidemment. Alors le vaccin, il n'est pas pour tout de suite, ça sera peut-être dans un an, mais en effet... L'année prochaine, mais en effet, il sera très utile d'en avoir un si c'était un virus qui revenait tous les ans. Bien. Pourquoi ce virus essaie-t-il de nous tuer ? Alors, est-ce que le virus essaie de nous tuer ? Alors, il essaie, oui ou non ? On ne peut pas dire que le virus ait une conscience particulière. Oui, non, il n'a pas une conscience, mais il n'a pas intérêt à tuer, et surtout trop vite. Donc, il tue aujourd'hui, il tue des personnes fragiles, des personnes qui ont des comorbidités, qui sont déjà atteintes de maladies diabétiques, cardiaques, respiratoires, bien sûr. Mais les personnes en bonne santé peuvent avoir une petite symptomatologie fugace, très très rapide, ou pas du tout, ce qu'on observe un peu chez les enfants. Donc ce virus n'a pas forcément nécessité de tuer, parce qu'il doit se diffuser en fin de compte. Oui, il a besoin de vivre. Il a besoin de cette... Alors justement, moi j'ai envie de tout savoir sur ces virus. Ce virus est une particule microscopique. Ah oui, on le voit qu'au microscope. On ne le voit qu'au microscope. Tout à fait. Nous, par exemple, quand on a isolé le virus sur les cellules, le premier virus qu'on avait détecté en France, eh bien, on utilise des technologies à côté pour savoir si ce virus a subi une certaine croissance sur nos cultures cellulaires, par exemple. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Comment naît-il ? Comment est-ce qu'il naît ? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Oui. Il existe des réservoirs de virus. Mais je commencerai de là déjà, je ne peux pas vous dire avant. Des réservoirs de virus, souvent dans le monde animal. Et aujourd'hui, on a quasiment une certitude que ce virus et dont le réservoir est la chauve-souris. Il faut savoir que les chauves-souris vivent avec ces virus sans mourir, ou en tous les cas... Et pourquoi ? Elles ont sans doute une immunité un peu particulière. Oui. Et le virus est moins agressif vis-à-vis de ces chauves-souris. Il suffit que ces chauves-souris mordent ou je sais pas quoi infectent un animal qui est chassé par l'homme, et c'est sans doute ce qui s'est passé. Cet animal est arrivé sur les marchés chinois et ensuite a été vendu. Voilà. Et ensuite la dispersion qu'on connaît aujourd'hui. Bon, le virus pénètre une cellule. D'abord, ce virus, on sait comment il se transmet d'un être humain à un autre être humain. Il se pose sur quoi ? Est-ce qu'il choisit son matériau ou pas ?
Ah, il choisit rien du tout. Hein. Rien du tout. Je pense qu'on lui donne. Oui, il se pose n'importe où. C'est un virus qui va se diffuser donc de manière dans les postillons, dans les particules aérosols. Donc ces particules, quand on va tousser, peuvent soit tomber sur un support, il pourra vivre quelques heures. Il y a une étude qui vient de sortir justement pour établir sur le plastique, sur la ferraille, sur différents il s'installe partout. Il va survivre. C'est pas qu'il s'installe. Il va survivre. Oui. C'est-à-dire qu'un virus qui tombe sur la table ici, il va pas se multiplier. C'est une particule virale qui va survivre quelques heures et c'est tout. C'est pas comme une bactérie. Une bactérie, elle arrive sur un substrat et elle va se multiplier si le substrat est bon pour elle. Le virus, il peut pas se multiplier comme ça. Il faut qu'il infecte une cellule vivante. Voilà. Il faut qu'il pénètre. Tout à fait. Il faut dans une cellule vivante. L'une de nos cellules. Voilà. Et la porte d'entrée, c'est les voies aériennes hautes. Donc ça va être le nez, la gorge, le nasopharynx, etc. Bien. Dites-moi, les virus sont nombreux? Combien y a-t-il? Est-ce qu'on a identifié? Il y a quoi? Il y a des millions, des centaines de millions de virus On connaît différents noms de virus. Les virus grippaux, rien que les virus grippaux, vous en avez déjà plusieurs types. Et quand on parle d'une population virale, vous avez déjà des virus qui portent des mutations et qui sont différentes les uns les autres. Donc vous avez des millions, peut-être des milliards de combinaisons différentes de virus. Et il existe déjà plusieurs noms de virus, rhinovirus, métapneumo, grippe. On connaît les coronas maintenant, on connaît... Il y a la fièvre jaune, il y a la variole, il y a... Tout à fait. Enfin bon, il y en a tellement, la varicelle... Alors tous qui ne sont pas forcément des virus respiratoires, qui ne vont pas avoir les mêmes modes de diffusion, etc., etc. Mais ce sont des virus. Tout à fait. Quand les a-t-on découverts, ces virus? Déjà au début du siècle... En 1900, avec l'arrivée de l'Institut Pasteur de Pasteur et son idée justement de découvrir les bactéries, alors qu'a été les premières étapes, des virus ont été découverts par d'autres personnes qui travaillaient avec, je pense à Yersin par exemple, je pense à différents collaborateurs de Pasteur, qui ont justement trouvé de nouveaux pathogènes, de nouveaux microbes, et ils ont fait la part des choses. C'est-à-dire ils ont vu que c'était pas des bactéries, que ça fonctionnait pas pareil, que ça poussait pas sur des substrats, que ça poussait plutôt dans des cellules vivantes, et que le système immunitaire justement provoquait des anticorps, etc., etc. Alors il s'installe, il pénètre dans nos cellules vivantes, on est bien d'accord. Quelles cellules? Est-ce qu'il cible? Alors oui, il va cible. C'est un virus respiratoire, si on parle de celui-ci, du coronavirus. Donc il va cibler les cellules respiratoires hautes de l'appareil respiratoire haut, donc ça va être le nez. C'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et je dirais aujourd'hui qu'il facilite aussi la détection, c'est-à-dire qu'en faisant un écouvillonnage, donc un prélèvement dans le nez, assez profond, on sait si vous êtes atteint ou pas du coronavirus, et très vite. C'est-à-dire qu'après le début des symptômes, une journée ou 2 jours après, vous avez déjà une charge virale, une quantité de virus suffisante pour qu'on puisse le détecter. Oui. Parce que il faut bien voir que si vous avez très peu de charge virale, nos techniques, même si elles sont sensibles de détection, on pourrait très bien passer à côté. Donc ce virus nous laisse quand même une certaine facilité, c'est que très rapidement on peut déterminer si la personne est infectée ou pas. Est-ce qu'il peut s'installer ailleurs que dans les voies respiratoires ou les poumons? Il va descendre. Si la personne, par exemple, est une personne fragile, en effet, le virus aurait tendance à descendre, donc provoquer une pneumonie, une gravité du cas. Chez certaines personnes, on en a détecté dans le sang. Mais il faut savoir que ce sont des personnes qui étaient déjà très malades et qui sont décédées. Donc, à un moment donné, le virus diffuse et on en a détecté dans les selles, par exemple, aussi. Est-il vrai que l'on peut les éliminer sans tuer la cellule hôte, la cellule qui les accueille et qui est contaminée? Alors, faut savoir qu'une fois que le virus a infecté une cellule, cette cellule va mourir parce que le virus va utiliser la machinerie, ce qu'on appelle la machinerie cellulaire, pour se multiplier. En fait, le virus se nourrit en quelque sorte. Il utilise la machine qui donne vie à cette cellule, si vous voulez. Pour lui-même vivre. Donc à un moment donné, cette cellule est épuisée et le virus va sortir de cette cellule pour aller en infecter d'autres. Mais cette cellule va mourir, en effet. Mais alors, Vincent Hénouf, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu que certains virus sont programmés pour détruire spécifiquement des cellules cancéreuses. C'est vrai ou faux? Alors, c'est-à-dire qu'on utilise la nature. On utilise les capacités de certains virus à infecter de manière ciblée certaines cellules, les cellules pulmonaires ou d'autres cellules, ou alors on remarque que des virus ont un tropisme vis-à-vis de certaines cellules cancéreuses, et donc on va modifier un peu ces virus, leur mécanisme, pour aller détruire justement, cibler des virus, des cellules, par exemple cancéreuses. En effet, c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est une arme qui peut être utilisée contre certains cancers. D'accord. Est-ce qu'il est difficile de comprendre leur fonctionnement?
Oui, enfin difficile, oui. Ce sont des questions basiques que je vous pose, mais on a envie de savoir tellement. C'est un métier, en plus c'est l'association de plein de connaissances, c'est-à-dire ça va être de la clinique, ça va être les patients, ça va être les infectiologues, ça va être les scientifiques pour aller essayer de démonter en fin de compte ce mécanisme, pour essayer de le comprendre, pour chercher certaines voies, c'est-à-dire que par exemple si vous cherchez un vaccin ou si vous cherchez des antiviraux par exemple, eh bien soit les antiviraux vont attaquer au niveau de la polymérase, c'est ce qui permet aux cellules de se multiplier, mais c'est ce qui permet aussi au virus de se multiplier. Eh bien, si vous arrêtez cette protéine, cette machinerie, eh bien, le virus arrêtera sa multiplication. Donc, si on a des antiviraux, donc des médicaments qui permettent d'arrêter cette machinerie, eh bien, on aurait déjà quelques armes. Et ça existe. Il y a des armes qui empêchent cela. Alors, il y a des armes. Nous allons parler de tous les essais qui sont en cours et qui débutent, notamment en France. Il y a un essai important qui débute. Lavage des mains, on le sait, c'est la bonne solution. Comme tous les hivers. Comme tous les hivers. Oui, vous le rappelez. Mais oui, c'est on a comme tous les l'impression hivers. de découvrir. Et non, c'est-à-dire que si, au contraire, cette situation permet à la population de comprendre que de se laver les mains, de faire attention, de pas forcément se regrouper si on est malade, de rester chez soi pour éviter de diffuser le virus, de protéger nos anciens justement en évitant d'aller les embrasser, de leur serrer les mains, peut-être éviter certaines réunions familiales aujourd'hui puisque les jeunes peuvent être porteurs du virus sans être symptomatologiques, sans symptômes. Donc faut penser à tout ça, c'est du civisme. Je vous sens très serein quand même. Alors nous, au laboratoire, en effet, on a détecté le virus, on reçoit des prélèvements tous les jours. On le connaît pas bien, c'est ça. Celui-là, vous ne le connaissez pas bien. Celui-ci, on ne le connaît pas bien. C'est un virus respiratoire, il est très contagieux par rapport à d'autres, ça on l'a vu, et aujourd'hui on parle de pandémie parce que tous les continents sont touchés à la fois, donc c'est pour ça qu'on parle d'une pandémie. Après, on voit qu'il y a une certaine gravité qui est différente d'un pays à l'autre. Peut-être dû au système de santé de différents pays. En tous les cas, le système de santé français est un bon système et l'un des meilleurs, donc on peut s'appuyer là-dessus. On a eu le temps de se préparer aussi, c'est-à-dire que la Chine, quand elle a fermé ses frontières, eh bien, nous a laissé le temps, indirectement, de nous préparer. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit les techniques de détection, que ce soit l'organisation générale française, avec la mise en place du SAMU qui répond à toutes les interventions. Est-ce que je dois ou pas me faire prélever si je reviens de telle et telle région? Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui. Les chiens, les chats, les animaux domestiques transmettent aussi? Non, enfin ça... Ils sont contagieux ou pas? Non, il n'y a aucune... Il faut savoir que les virus qui infectent nos animaux ne sont pas du tout les mêmes. Bon, d'accord. Donc, est-il vrai que si on lave son linge à plus de 60 degrés, on tue le virus? Oui, c'est comme quand vous faites cuire votre viande à 60 ou 70 degrés. Le virus ne survit pas. Tout à fait. Il ne survit pas. Bien, écoutez, on commence à en apprendre beaucoup. Maintenant, je voudrais parler des traitements. Et des traitements et du vaccin. Lancement d'un essai clinique en France, j'ai vu. Un essai clinique. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, actuellement, étant donné qu'on a les essais cliniques, c'est en fait des molécules. On va partir sur des molécules que l'on connaît aujourd'hui, qui sont utilisées contre d'autres virus. Pour aller plus vite, en fin de compte, c'est des molécules qui vont déjà avoir l'AMM, qui ont déjà le droit d'être utilisées en France. Voilà. On va vérifier si ces molécules, parce qu'on a remarqué telle et telle chose, si ces molécules ont un effet contre ce virus. Donc quand on fait un essai clinique, on va prendre des personnes atteintes de cette maladie. Certaines personnes, alors ça dépend des études cliniques, mais certaines personnes vont être traitées avec cette nouvelle molécule, d'autres non, de telle manière à comparer en fin de compte si cette molécule a un effet thérapeutique sur ces personnes, sur cette maladie. Alors si cette molécule a un effet thérapeutique, immédiatement on applique le traitement. Et voilà, parce qu'elle a déjà l'AMM, parce qu'elle a déjà les autorisations. Et ça permet d'aller plus vite, tout à fait. C'est la réutilisation de molécules qui sont déjà connues. Alors, que faites-vous en ce moment à l'Institut Pasteur? Quel est l'axe de vos recherches, de vos travaux? Alors, tout d'abord, il y a eu un gros travail de recherche et développement sur tout ce qui était détection, capacité de détection de ce virus. Donc là, c'est le Centre national de référence qui a travaillé là-dessus. Après, vous avez les équipes, et donc c'est actuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a isolé le virus, on avait matière pour pouvoir travailler. Donc il y a des équipes qui vont travailler. À l'Institut Pasteur, vous avez isolé le virus. On a isolé le virus. Vous l'avez dans un... Comment ça... Concrètement concrètement, alors déjà, on l'isole dans un laboratoire de niveau sécurité supplémentaire que ce que l'on fait pour détecter, donc ce qu'on appelle des laboratoires de type P3.
On sait que les coronavirus poussent sur certains types cellulaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on met sur une plaque plastique des cellules qui vont s'agréger et se multiplier sur le fond de la cellule. Et nous, on va venir mettre un petit peu de prélèvement récolté sur un patient détecté positif et on va laisser quelques jours, c'est 2-3 jours, le virus se multiplier. Et ensuite, vous allez avoir dans le tapis cellulaire des trous qui vont dénoter, justement, qui vont indiquer que le virus s'est multiplié. Pourquoi des trous? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les cellules ont été utilisées pour qu'ils se multiplient et ces cellules meurent, donc les cellules se décollent. Et donc on voit des trous. Donc c'est ce qu'on appelle les ECP. Et donc on va pouvoir... Alors c'est une méthode pour déterminer la présence du virus. Il y a d'autres méthodes, mais celle-ci nous permet très rapidement, en 2-3 jours, d'avoir du virus. Donc on a des quantités de virus maintenant assez importantes qui permettent de mettre en place des recherches. Voilà. Alors, vous en êtes où? Alors, les recherches, il va y avoir plusieurs types. Ça va être la mise en place d'un vaccin qui va mettre plusieurs mois à partir de données que l'on connaissait déjà à partir du SRAS. Il y avait déjà des études qui avaient été lancées pour mettre en place des vaccins. Donc, on va repartir de ces squelettes, entre guillemets, pour adapter, en fin de compte, ce nouveau virus à ces vaccins qui étaient déjà en programmation. Vous avez aussi toutes les études sérologiques qui vont arriver. C'est-à-dire que nous, on est en train de mettre en place au laboratoire la capacité de déterminer si une personne, à l'aide de son sang, de son sérum, déterminer si elle a été infectée par le virus, parce qu'elle aura fabriqué des anticorps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sérologie. Cette sérologie va permettre ensuite de vérifier, dans un panel plus grand de la population, si des personnes qui n'ont pas déclaré de maladie, mais ont été pourtant porteuses. Donc tout ça, ça va être des connaissances qu'on va pouvoir apporter et dire, en effet, ce virus, dans la population, il y avait une grande partie de la population qui était asymptomatique et qui pourtant était infectée par ce virus. Est-il vrai que vous utilisez actuellement un vaccin contre la rougeole pour préparer un futur vaccin? C'est pas un vaccin contre la rougeole. C'est-à-dire qu'on utilise J'ai lu ça. Oui. C'est-à-dire qu'on utilise le squelette de la rougeole. Oui. Pour faire un vaccin contre le coronavirus. C'est-à-dire que vous avez des virus. Là, une fois de plus, on va utiliser les capacités naturelles du virus à aller à certains endroits, à propager, si vous voulez, une information qui permettra justement de stimuler votre système immunitaire et de le stimuler contre ce nouveau coronavirus. L'industrie... Alors, première étape, donc, modification du vaccin que vous utilisez de base, on est bien d'accord? Alors, c'est un vaccin, il était en essai clinique, on ne l'utilise pas forcément, mais en tous les cas, on repart de ce que l'on connaît aujourd'hui. De ce que vous... Et ensuite, les étapes Et ensuite, suivantes. Il va falloir faire des essais, justement. Vérifier si justement, avec la microneutralisation, donc la sérologie qu'on est en train de mettre en place, eh bien, ça sera un outil qui permettra de déterminer si les essais, justement, sur animaux ou sur humains, on verra comment on fait, pour l'instant, c'est pas encore complètement mis en place, mais en tous les cas, si ces essais provoquent la fabrication d'anticorps et qui permettraient justement de protéger les hommes. Vous rêvez d'un vaccin, évidemment, à l'Institut Pasteur. Hein. Alors, on n'est pas les seuls Oui, vous n'êtes pas les seuls, j'imagine. Mais comment faites-vous? Vous travaillez avec l'industrie pharmaceutique en lien étroit ou comment ça se passe? Alors, pour l'instant, alors je suis pas complètement dans cette task force, comme on dit. Moi, je suis juste, on a juste fait la détection, la découverte de ce virus. Après, on partage notre information. On travaille pour l'instant sur des données scientifiques sans forcément avoir besoin d'industriels directement. Mais à un moment donné, évidemment, si on veut une diffusion, si ce vaccin est valable, on sera en quelque sorte, l'industrie pharmaceutique achète le vaccin, reprend l'idée, en effet. Reprend l'idée, oui. Et évidemment, achète l'idée. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est d'autres bureaux. Achète l'idée et ensuite essaie de mettre sur le marché. Tous les ans, par exemple, avec le vaccin grippal, c'est l'OMS qui déclare une composition vaccinale et ensuite les industriels font la production. Ça serait exactement la même solution. Bien sûr. Ça, il nous faut, on est la grippe traditionnelle que l'on connaît. La grippe aujourd'hui, elle est toujours là. Il faut savoir qu'on détecte toujours, parce que le laboratoire détecte aussi. Il y a toujours des malades en réanimation aujourd'hui. Il y a toujours des malades en réanimation de la grippe. Il y a deux grippes qui circulent, H1N1 et les virus de type B. Donc elle est en récession aussi, elle est en diminution. Est-ce qu'elle est en diminution parce que ce nouveau coronavirus prend la place dans le monde des virus respiratoires? On ne peut pas le dire. Oui. Mais en tous les cas, c'est pas les seuls virus. Il y a du rhinovirus qu'on détecte toujours. Et généralement, le rhinovirus, à la chute de la grippe, reprend sa place. Donc, il y a toujours et toute l'année des virus respiratoires qui circulent. Constamment. Et il y aura peut-être le coronavirus qui circulera constamment dans les mois et les années qui viennent. Peut-être qu'on le retrouvera l'année dernière s'il a une certaine saisonnalité. L'année prochaine. S'il a une certaine saisonnalité. Oui, tout à fait.
Merci Vincent Hénouf, c'est passionnant. Merci à vous. C'est absolument passionnant. Merci d'être venu nous voir sur RMC et BFM TV.